J'étais une infirmière auxiliaire, loyale à mon empereur et à mon pays. Pendant des semaines, nous avions survécu dans les entrailles humides de la terre, dans une grotte d'Okinawa. Mais ce jour-là, le bruit lourd et régulier des bottes américaines sur le sol boueux a mis fin à notre résistance. Le son se rapprochait, chaque pas un battement de cœur de plus vers l'horreur que nos officiers nous avaient promise. Dans l'obscurité, serré contre les autres femmes, je sentais le poids froid de la grenade que mon père m'avait confiée. Mieux vaut la mort que la honte, avait-il murmuré, ses yeux pleins d'une fierté terrifiante. J'attendais la douleur, les cris, la fin déshonorante que la propagande nous avait gravée dans l'esprit. Mais lorsque la lumière aveuglante du jour a inondé notre refuge, ce n'est pas l'odeur du sang que j'ai sentie. C'était une odeur âcre, propre et totalement inconnue. C'était l'odeur du savon. La mort avait d'autres plans pour moi. On nous avait appris que l'esprit japonais, le Yamato Damashi, était invincible. On nous avait dit que notre dévotion pouvait transformer des lances de bambou en armes capables de vaincre les fusils des démons blonds. Dans le ventre de cette grotte, affamée, couverte de vermine, nous y croyions encore. C'était tout ce qu'il nous restait. La voix de notre sergent résonnait dans ma tête, un écho fanatique. Ils ne font pas de prisonniers, seulement des victimes. Ils vous souilleront, vous tortureront et jetteront vos corps aux chiens. Alors, quand la silhouette massive d'un soldat américain s'est découpée à l'entrée, j'ai fermé les yeux, ma main se crispant sur la grenade. J'ai prié pour avoir le courage de tirer la goupille, de choisir l'honneur. Mais mon corps, affaibli par des semaines de privation, a refusé d'obéir. La peur était plus forte que la doctrine. Nous avons été traînés dehors, dans une lumière si crue qu'elle me brûlait les yeux. Le monde extérieur était un chaos de boue, de tentes kaki et de véhicules militaires dont s'échappait une odeur de diesel qui me donnait la nausée. Et puis, je les ai vus. Les Américains. Ils n'avaient ni cornes, ni crocs. Ils étaient grands, incroyablement grands, et si bien nourris que leur présence même semblait une insulte à notre famine. Leurs uniformes, bien que maculés de boue, paraissaient solides. Leurs joues étaient roses, leurs mouvements assurés. Ils nous regardaient, nous, des spectres aux cheveux emmêlés, aux kimonos en lambeaux, la peau grise de saleté et de malnutrition. Le contraste était si brutal, si absolu, qu'il en était vertigineux. Nous étions la défaite incarnée, sale et brisée. Ils étaient la victoire, propre et intouchable. Un sergent s'est approché de notre groupe. Il était immense. Un véritable géant avec des mains comme des battoirs et un visage buriné qui ne laissait transparaître aucune émotion. Il n'a pas crié. Il n'a pas frappé. Il a simplement fait un geste de la tête à ses hommes, un ordre silencieux. Son calme était plus terrifiant que n'importe quelle rage. Je m'attendais à la brutalité, à la violence bestiale décrite dans les pamphlets. Au lieu de cela, il y avait cette efficacité froide, presque administrative. Il sentait le tabac, un arôme riche et sucré, et le café. Et sous tout cela, cette même odeur de savon, une odeur de propreté qui semblait défier la puanteur de la guerre qui nous entourait. Ce démon ne sentait pas le soufre, il sentait la civilisation. Ma confusion était si totale qu'elle a étouffé ma peur pendant un instant. Ils nous ont alignés près d'un camion. Leurs gestes étaient de ferme, mais pas violents. Personne ne nous a touchés de manière inappropriée. Personne n'a levé la main. Une femme plus âgée à côté de moi a trébuché et est tombée dans la boue. Elle a poussé un petit cri, s'attendant à un coup de botte. Au lieu de ça, un jeune soldat s'est penché, l'a relevé par le bras sans un mot, puis a repris sa position de garde. Le silence était assourdissant. Chaque seconde qui passait sans que la torture promise n'arrive était une énigme de plus. Mon esprit, conditionné par des années de propagande, cherchait une explication. C'était un piège. Il nous mettait en confiance pour que la trahison soit plus cruelle. Il nous engraissait avant l'abattage. C'était la seule logique possible. La honte était une brûlure physique. Être vu dans cet état, dépouillé de toute dignité, était une agonie. J'ai baissé la tête, incapable de soutenir le regard de ces hommes. J'étais une traîtresse à mon pays, une lâche qui n'avait pas eu le courage de mourir. Ma famille, si elle était encore en vie, souffrait probablement de la faim sur le front intérieur, tandis que moi, leur fille, j'étais sur le point d'être nourri par la main de l'ennemi. La culpabilité me rongeait les entrailles presque autant que la faim. La voix de la doctrine était implacable dans ma tête. Tu les as déshonorés. Tu ne mérites pas de vivre. Chaque bouffée d'air que je prenais, sur cette terre conquise,
me semblait être un vol, un péché impardonnable. Comment l'ennemi qu'on me décrivait comme un monstre sanguinaire a-t-il pu être le premier à me tendre une couverture propre au lieu d'une baïonnette? Et pourquoi ai-je mis si longtemps à voir la vérité? La guerre ne se gagnait pas seulement sur le champ de bataille, avec des armes et du courage, mais aussi avec des choses bien plus simples, des choses que nous avions oubliées. Un morceau de savon, un bol de soupe, chaude, un geste d'humanité inattendu. Ma guerre personnelle, celle qui se livrait à l'intérieur de mon âme, ne faisait que commencer, et elle serait bien plus dévastatrice que n'importe quelle bataille, pour une colline ou une plage. Avant que je ne vous raconte comment un simple appareil électroménager est devenu une arme psychologique plus puissante qu'un char d'assaut, n'oubliez pas de commenter ici de quel pays vous m'écoutez et de vous abonner à la chaîne. J'aime savoir que ces histoires ne sont pas oubliées. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où j'ai découvert que je me battais du mauvais côté, non pas à cause d'une bombe, mais grâce au bruit étrange et rythmé d'une machine à laver. Le trajet en camion fut un supplice silencieux. Entassés à l'arrière, nous nous balancions au gré des chaos, chaque secousse ravivant la douleur de nos corps meurtris. Personne ne parlait. Nous n'osions même pas nous regarder, de peur de voir notre propre honte se refléter dans les yeux des autres. Le paysage qui défilait était une vision d'un autre monde. Des files interminables de véhicules, des montagnes de caisses, des hommes qui travaillaient avec une efficacité tranquille, comme s'ils construisaient une ville entière en quelques jours. D'où venaient toutes ces ressources? Notre armée avait manqué de tout, de balles, de riz, de bandages. Ces gens, eux, semblaient posséder une réserve inépuisable de tout. La puissance de l'ennemi n'était pas seulement dans ses armes, elle était dans cette organisation écrasante, cette logistique qui défiait l'entendement. C'était une guerre que nous avions déjà perdue avant même le premier coup de feu. Le camp était une ville de tentes kaki, parfaitement alignée. Un bourdonnement constant emplissait l'air, celui de générateurs électriques qui fonctionnaient jour et nuit. L'odeur de diesel se mêlait à celle de la nourriture qui cuisait quelque part. Une odeur riche et grasse qui faisait gargouiller mon estomac vide de manière humiliante. On nous a fait descendre et on nous a conduites vers une grande tente qui servait de réfectoire, le mess hall. À l'intérieur, la chaleur et la lumière étaient un choc. Des tables, des bancs et des soldats américains qui mangeaient, riaient doucement, buvaient du café dans des tasses en métal. Ils nous ont jeté des regards curieux, mais sans haine. La voix de la propagande hurlait dans ma tête. C'est un spectacle pour vous tromper. Ils vous nourrissent comme des porcs, avant l'abattoir. Mais mon corps, lui, ne raisonnait pas. Il ne sentait que la promesse de la nourriture. On nous a donné des plateaux en métal, et un cuisinier au visage rond et rougeau a rempli nos gamelles sans un mot, d'une louche de ragoût fumant. Il y avait de la viande, des pommes de terre, des légumes. À côté, un morceau de pain blanc, si moelleux qu'il semblait irréel. J'ai fixé mon plateau, tremblante. La première bouchée fut une agonie et une révélation. La chaleur s'est répandue, dans mon ventre, une sensation que j'avais presque oubliée. Le goût était si intense, si riche en sel et en graisse, que des larmes me sont montées aux yeux. C'était la nourriture de la survie, et elle m'était donnée par l'ennemi. Chaque bouchée était un acte de trahison. Je mangeais pendant que mon peuple mourait de faim. La culpabilité était si forte qu'elle avait le goût de la cendre, mais la faim était plus forte encore. Mon instinct animal avait pris le dessus sur mon honneur. Après le repas, on nous a menés à une autre tente, une infirmerie. L'odeur d'antiseptique était puissante. Une odeur de propreté presque agressive. Un médecin américain nous a examinés une par une. Il était grand, les cheveux blonds coupés très courts, avec des yeux bleus fatigués qui semblaient avoir tout vu. Quand mon tour est arrivé, j'ai baissé la tête, m'attendant à la brutalité. Il a examiné les plaies infectées sur mes bras et mes jambes, les marques de la vermine qui nous avait dévorés dans la grotte. Ses mains étaient grandes et propres, ses gestes précis et impersonnels. Il n'a pas montré de dégoût. Il a simplement nettoyé mes plaies avec une douceur qui était presque insupportable, puis a appliqué une pommade fraîche avant de les recouvrir d'un bandage blanc immaculé. Son contact n'était pas celui d'un monstre, mais celui d'un guérisseur. Je n'ai pas pu retenir un petit sanglot, un son m'étranglait de pure confusion. Le médecin a levé les yeux de son travail et m'a regardé un instant. Il n'a rien dit, mais son regard n'était ni cruel ni compatissant. Il était simplement professionnel. Il faisait son travail. Et son travail, apparemment, était de me soigner. La doctrine s'effritait.
Les démons de la propagande étaient censés nous torturer, pas nous appliquer des onguents. Ils étaient censés nous laisser pourrir, pas nous bander avec des gaz stériles. Ce simple acte de médecine, conforme à une chose que j'apprendrai plus tard être la Convention de Genève, était une attaque plus dévastatrice contre mes certitudes que n'importe quelle arme. Comment pouvais-je haïr un homme qui soulageait ma douleur? La question était un poison qui commençait à se répandre dans mes veines. Cette nuit-là, on nous a donné à chacune une couverture en laine, épaisse et rêche, et on nous a assigné des lits de camp dans une tente réservée aux femmes. Un lit. Ne plus dormir sur la terre froide et humide. C'était un luxe si extravagant que j'ai eu du mal à y croire. Allongé dans le noir, j'écoutais les bruits du camp, le ronronnement lointain des générateurs, les pas d'une sentinelle sur le gravier, le murmure des autres femmes. J'étais terrifié. J'attendais que les portes de la tente s'ouvrent, que les soldats entrent pour nous prendre. C'était la suite logique, le piège qui devait se refermer. Mais les heures passaient, et rien ne se produisait. Il n'y avait que le silence et cette sécurité incompréhensible. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas froid. Pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas faim. Et c'était terrifiant. Le lendemain, et les jours qui suivirent, une routine s'est installée. Une routine qui défiait toute logique. 3 repas par jour, des soins médicaux, de l'eau propre pour se laver. Les soldats nous ignoraient la plupart du temps, vacants à leurs occupations. Ils n'étaient ni amicaux ni cruels. Ils étaient distants, professionnels. Ils suivaient des règles. Cette discipline était déconcertante. Dans notre armée, la discipline était synonyme de coups, de cris, de punitions humiliantes pour la moindre infraction. Ici, la discipline semblait signifier l'ordre, l'efficacité et un traitement décent des prisonniers. J'ai commencé à observer le sergent qui nous avait capturés. Il supervisait le camp, sa silhouette imposante se déplaçant avec une autorité calme. Il ne souriait jamais, mais je l'ai vu un jour réprimander sévèrement un jeune garde qui s'était moqué d'une prisonnière âgée. Il nous protégeait de ses propres hommes. La confusion se transformait en une sorte de vertige mental. Mon esprit était un champ de bataille où 2 réalités s'affrontaient. D'un côté, des années de conditionnement, la voix de mon père, de mes officiers, me disant que ces hommes étaient des bêtes. De l'autre, la preuve de mes propres sens, la chaleur de la soupe, la propreté des bandages, la sécurité de ma couchette. Qui mentait? Les affiches de propagande ou mon propre estomac reconnaissant? La honte de survivre dans de telles conditions était immense. J'étais une traîtresse non pas parce que j'avais été capturée, mais parce qu'une partie de moi commençait à se sentir reconnaissante. Cette gratitude était une maladie, une faiblesse qui souillait mon esprit japonais. Je me récitais les préceptes du Bushido. J'essayais de ranimer la flamme de la haine, mais elle s'éteignait, noyée sous une vague de ragoût de bœuf et de savon antiseptique. Certaines femmes plus âgées refusaient cette nouvelle réalité. Elles continuaient de murmurer des slogans patriotiques, regardant les Américains avec un mépris inflexible. Une d'entre elles, une ancienne enseignante nommée Sato-san, me prit à part. « Ne te laisse pas avoir par leur fausse gentillesse, Chio », siffla-t-elle, ses yeux brillants d'une lueur fiévreuse. C'est une arme psychologique pour briser notre esprit. Ils veulent nous transformer en animaux domestiques avant de nous abattre. La seule chose honorable qu'il nous reste est notre haine. Ces paroles auraient dû me renforcer, mais elles sonnaient creux. Comment la haine pouvait-elle me nourrir? Comment le mépris pouvait-il guérir mes plaies? La logique de Sato-san appartenait au monde des grottes, un monde de faim et de désespoir. Ici, sous le bourdonnement des générateurs américains, une nouvelle logique, celle de la survie, était en train de naître. Le point de rupture psychologique approchait, je le sentais. Je ne savais plus qui j'étais. Étais-je encore une fille loyale de l'empereur ou une prisonnière qui appréciait la chaleur d'une couverture ennemie? Le conflit était si violent qu'il m'épuisait plus que la faim ne l'avait jamais fait. J'observais les soldats américains, essayant de déceler la moindre fissure dans leur façade de décence. Je cherchais le monstre en eux, pour pouvoir justifier ma haine et retrouver ma paix intérieure. Mais je ne voyais que des jeunes hommes, souvent fatigués, qui écrivaient des lettres chez eux, qui jouaient aux cartes, qui se plaignaient du temps. Ils n'étaient pas des démons. Ils étaient juste des hommes, de l'autre côté d'une guerre que je commençais à ne plus comprendre du tout. Puis, une semaine après notre capture, une officière du corps d'armée féminin est venue nous chercher. C'était une femme grande et blonde, à l'uniforme impeccable, dont l'assurance contrastait violemment avec notre posture voûtée. La panique nous a saisis.
C'était donc ça. Les interrogatoires, les travaux forcés, la fin de la mascarade. Elle nous a rassemblés d'un geste, sans un mot, et nous a conduites à travers le camp. Le silence était lourd de présages. Nous marchions en rang serré, comme un troupeau mené à l'abattoir. Elle s'est arrêtée devant une grande tente d'où provenait un bruit étrange, un ronronnement mécanique, rythmé et puissant, accompagné de bruit d'eau, un son que je n'avais jamais entendu de ma vie. L'officière a soulevé le rabat de la tente, nous faisant signe d'entrer. La peur me glaçait le sang. Qu'y avait-il à l'intérieur? Une machine de torture? Une chambre à gaz? Nous sommes entrés à contre-cœur, les yeux écarquillés par l'appréhension. L'intérieur était chaud et humide, rempli de vapeur. Et là, alignées, se trouvaient plusieurs grosses machines en métal blanc qui tremblaient et tournaient. Des hublots en verre sur le devant laissaient voir un tourbillon d'eau savonneuse et de vêtements. Nos vêtements. Nos haillons sales et infestés de poux. L'officière a pris une boîte, en a versé une poudre blanche qui sentait incroyablement bon dans un compartiment, a fermé une porte et a appuyé sur un bouton. La machine s'est mise à vrombir plus fort, se remplissant d'eau. Nous sommes restés là, stupéfaites, incapables de comprendre ce que nous voyions. C'était au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Une femme plus jeune à côté de moi, les yeux ronds comme des soucoupes, a murmuré la seule question qui pouvait décrire la scène. C'était un souffle, un mot qui a changé, le cours de ma vie. Nani Kore, Majiku, qu'est-ce que c'est? De la magie. À cet instant, j'ai compris que la propagande ne nous avait pas seulement menti sur la cruauté de l'ennemi. Elle nous avait caché l'essentiel. Nous ne nous battions pas contre des hommes, mais contre des magiciens. Et contre la magie, nos lances de bambou et notre esprit dévoué n'avaient jamais eu la moindre chance. La guerre n'était pas seulement perdue, elle avait été absurde depuis le début. Après le choc de la machine à laver, une sorte de torpeur s'est installée parmi nous. Nous avons reçu nos vêtements, non seulement propres, mais chauds, sortis directement de la machine à sécher. Une autre invention tout aussi magique. Enfiler ce kimono propre et sec fut une expérience presque spirituelle. Le tissu, débarrassé de sa crasse et de ses parasites, était doux contre ma peau. Pour la première fois depuis des mois, je ne sentais pas l'odeur de la terre humide, de la sueur et de la peur, mais un parfum, frais et chimique, celui du détergent. C'était l'odeur de la dignité retrouvée. Ce n'était pas seulement du linge propre, c'était une résurrection. Nous nous sommes regardés, nous les femmes, et pour la première fois, nous n'avons pas vu des spectres souillés, mais des êtres humains. La honte s'est un peu retirée, remplacée par une stupéfaction silencieuse. Une routine s'est établie autour de cette tente à lessive. L'officière américaine, une sergente nommée Miller, supervisait l'opération. Elle était grande, efficace, avec des cheveux blonds tirés en un chignon si serré qu'il semblait douloureux. Elle ne souriait jamais. Ses ordres étaient brefs et ses gestes précis. Au début, nous la craignions. Elle incarnait cette puissance américaine, cette assurance froide qui nous avait vaincus. Mais je l'observais, fasciné. Elle n'était pas comme les femmes que je connaissais. Elle portait un uniforme, donnait des ordres à des hommes, et manipulait ces machines complexes avec une aisance déconcertante. Elle représentait un monde où les femmes n'étaient pas seulement des ombres silencieuses, mais des rouages essentiels de la machine de guerre, même loin du front. Elle était l'antithèse de tout ce qu'on m'avait appris sur le rôle d'une femme. Un jour, la sergente Miller a décidé que nous devions apprendre à utiliser les machines nous-mêmes. La barrière de la langue était un mur infranchissable. Elle nous montrait par gestes la quantité de poudre à mettre, le bon bouton sur lequel appuyer. Nous étions maladroites, terrifiées à l'idée de casser cette précieuse magie. Une jeune femme, paniquée, a mis beaucoup trop de détergent dans le compartiment. Quelques minutes plus tard, une montagne de mousse a commencé à déborder de la machine, se répandant sur le sol en bois. Nous avons toutes poussé un cri de surprise. Miller a d'abord froncé les sourcils, l'air sévère. Puis, en voyant nos visages horrifiés et la mousse qui continuait de monter, un son inattendu est sorti de sa bouche. C'était un rire. Un vrai rire, franc et sonore. Et, malgré notre peur, nous avons ri avec elle. Pour la première fois, nous n'étions plus des ennemis, juste des femmes face à un désastre domestique. Cet incident a brisé quelque chose entre nous. La peur a laissé place à une curiosité prudente. Quelques jours plus tard, alors que nous attendions la fin d'un cycle de lavage, j'ai vu la sergente Miller assise sur une caisse, un peu à l'écart. Elle écrivait sur un papier fin et bleuté, une lettre sans doute. À un moment, elle s'est arrêtée,
a sorti quelque chose de la poche de sa chemise et l'a regardé longuement. Son visage, d'habitude si dur et impassible, s'est adouci, se chargeant d'une mélancolie qui m'était étrangement familière. C'était un petit portefeuille en cuir usé, et de ce portefeuille, elle a tiré une photographie. Ma propre curiosité, une chose que je croyais morte et enterrée, a refait surface. J'ai fait semblant de m'occuper d'une pile de linge, me rapprochant discrètement pour tenter d'apercevoir l'image. Elle a dû sentir mon regard, car elle a relevé la tête. Nos yeux se sont croisés. J'ai immédiatement baissé la tête, le cœur battant, m'attendant à une réprimande. Être curieuse était dangereux. Mais elle n'a rien dit. J'ai risqué un coup d'œil. Elle me regardait toujours, mais son expression n'était pas celle de la colère. C'était quelque chose de plus complexe, une sorte de compréhension lasse. Lentement, comme pour ne pas m'effrayer, elle m'a tendu la photographie. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai hésité, puis j'ai pris le petit rectangle de papier cartonné. Sur la photo, en noir et blanc, la sergente Miller souriait, vêtue en civil. À côté d'elle se tenait un petit garçon aux cheveux blonds et au sourire espiègle, qui lui tenait la main. Son fils. Ce démon blond, cette machine de guerre efficace, était une mère. La vérité de cette image m'a frappé avec la force d'une explosion. Une mère. Elle avait un enfant, qui l'attendait de l'autre côté de l'océan. Un enfant dont le sourire illuminait son visage, tout comme le sourire de mon petit frère illuminait celui de ma propre mère. La propagande s'est effondrée en un instant, réduite en cendres. On nous avait dit que les Américains étaient des barbares sans famille, des créatures qui ne vivaient que pour la destruction. Mais cette photographie racontait une autre histoire. Elle racontait une histoire universelle, celle d'un amour maternel qui ne connaissait ni drapeau ni frontières. Dans ses yeux fatigués, je ne voyais plus une ennemie, mais une autre femme, prise comme moi dans les rouages d'une guerre qu'elle n'avait probablement pas plus choisie que moi. Un courage que je ne me connaissais pas m'a envahi. Mes mains tremblaient, mais j'ai fouillé dans la petite poche intérieure de mon kimono, là où j'avais caché le seul trésor qui me restait du monde d'avant. C'était un omamori, une petite amulette de protection en brocart que ma mère m'avait donnée avant que je ne parte pour Okinawa, pour me protéger des mauvais esprits. Le tissu était usé et décoloré, mais c'était tout ce qu'il me restait d'elle, de ma maison, de ma vie. Sans un mot, le cœur au bord des lèvres, je l'ai tendue à la sergente Miller. C'était ma propre photographie, mon propre symbole de famille et d'amour, la seule chose que je pouvais partager en retour. Elle a pris la petite amulette avec une délicatesse surprenante pour ses grandes mains. Elle l'a retournée, a observé les caractères brodés qu'elle ne pouvait pas lire, puis a levé les yeux vers moi. Elle n'a pas souri, mais elle a hoché la tête lentement, un signe de respect solennel. Elle a compris. Elle n'avait pas besoin de mots pour savoir que cet objet insignifiant avait une valeur inestimable pour moi. Elle me l'a rendu, et pendant un instant, nos doigts se sont effleurés. Dans ce silence, dans cette tente qui sentait le savon, une connexion s'est établie. Un pont fragile, jeté, par-dessus l'abîme de la haine et de la guerre. Nous étions deux femmes, deux mères ou filles, loin de chez nous, et nous venions de reconnaître l'humanité l'une de l'autre. Le lendemain, la sergente Miller est venue me trouver, alors que je pliais du linge. Elle ne m'a rien dit, mais elle a ouvert sa main. À l'intérieur, il y avait un petit rectangle brun, enveloppé dans un papier argenté et coloré. « Chocolate », a-t-elle murmuré, le mot sonnant étrange et doux. Je n'avais jamais vu une telle chose. Une odeur sucrée et riche, totalement inconnue, est montée jusqu'à moi, faisant gargouiller mon estomac. Mon premier réflexe a été de reculer. Accepter un cadeau, un luxe, de l'ennemi, c'était la trahison ultime. La voix de Sato-san, la vieille enseignante fanatique, a résonné dans ma tête. C'est un poison pour ton âme. Ne l'accepte pas. Mon corps était paralysé entre le désir instinctif et la honte doctrinale. Voyant mon hésitation, elle a simplement pressé la barre de chocolat dans ma main. Son contact était chaud et ferme. Puis, elle s'est retournée et s'est éloignée, me laissant seul avec ce dilemme impossible. Je tenais l'objet comme s'il s'agissait d'un charbon ardent. C'était plus que de la nourriture. C'était un test, un symbole. Le poids de la propagande était lourd, mais l'odeur du chocolat était plus lourde encore. C'était l'odeur d'un monde d'abondance, un monde où l'on pouvait se permettre d'offrir des friandises à ses prisonniers. C'était l'odeur de la victoire, et elle était incroyablement douce.
La faim et la curiosité ont finalement gagné la bataille contre la loyauté et la peur. Je me suis caché derrière une pile de caisses, le cœur battant comme si je commettais un crime. Mes doigts, tremblants, ont déchiré l'emballage. J'ai porté le morceau de chocolat à ma bouche et j'ai pris une petite bouchée. La sensation a été une déflagration, une douceur si intense, si complexe, qu'elle a submergé tous mes sens. C'était à la fois amer et sucré et... Cela fondait sur ma langue en une crème onctueuse. Des larmes ont jailli de mes yeux. Des larmes non pas de tristesse, mais de pur choc sensoriel. Mon corps, habitué depuis si longtemps au goût fade du riz rationné et des racines amères, ne savait pas comment réagir à un tel plaisir. C'était le goût de la paix, le goût de l'humanité, et il m'était donné par la main d'une ennemie. La culpabilité m'a frappé juste après, une vague brûlante de honte. Mais elle a été rapidement balayée par une émotion encore plus puissante, une gratitude profonde et irrépressible. Ce simple morceau de chocolat avait achevé le travail commencé par la machine à laver. Il avait brisé les dernières chaînes de la haine qui entravaient mon esprit. Comment pouvais-je haïr un peuple capable de créer et de partager une chose aussi merveilleuse? La doctrine impériale, avec ses promesses de mort honorable et de sacrifice, semblait soudain creuse et insipide en comparaison de la richesse de ce simple carré de chocolat. C'était une arme psychologique plus puissante que toutes les bombes, car elle ne détruisait pas le corps, mais convertissait l'âme. À partir de ce jour, mon regard sur le camp a changé. Je ne voyais plus seulement des gardes et des prisonniers, des vainqueurs et des vaincus. Je commençais à voir des individus. J'ai remarqué le jeune soldat qui jouait des airs mélancoliques sur un harmonica le soir, le regard perdu vers l'horizon. J'ai vu le médecin qui, après avoir soigné nos plaies, sortait une photo de sa femme et de ses filles de son portefeuille et la regardait avec une tendresse infinie. J'ai entendu leurs rires, leurs plaintes sur la nourriture ou la pluie. Ils n'étaient pas des démons. C'étaient des hommes, jeunes pour la plupart, fatigués de la guerre, qui voulaient simplement rentrer chez eux, tout comme nous. Le point de rupture était atteint et dépassé. La guerre, pour moi, était terminée. Non pas parce que des généraux signeraient des traités, mais parce que l'ennemi avait disparu de mon cœur. À sa place, se trouvait la sergente Miller, une mère qui aimait son fils. Il y avait le médecin qui soignait sans distinction. Il y avait le jeune soldat et sa musique triste. La propagande qui avait construit mon monde s'était révélée être le plus grand mensonge de tous. Ma véritable prison n'avait jamais été les barbelés du camp, mais les barbelés qu'on avait érigés dans mon esprit. Et il avait suffi d'une photo et d'un morceau de chocolat pour les faire tomber. Je n'étais plus une soldate loyale de l'empereur. J'étais devenue une témoin de la vérité simple et dévastatrice que, même au cœur de la plus grande des haines, l'humanité pouvait survivre. Cette paix fragile, née d'une photographie et d'un carré de chocolat, était un trésor empoisonné. Le goût sucré persistait sur ma langue, mais il se mêlait désormais à l'amertume de la trahison. Chaque souvenir de cette douceur était une insulte à la fin de mon peuple. Je me sentais comme une criminelle, savourant en secret le fruit défendu tandis que mon monde brûlait. La gratitude qui avait fleuri dans mon cœur était une mauvaise herbe, étouffant les racines de ma loyauté. Je me suis surprise à observer la sergente Miller, avec une sorte de curiosité affectueuse, puis je me suis immédiatement haï pour cela. La doctrine, bien qu'ébranlée, n'était pas morte. Elle se terrait dans les recoins de mon esprit, attendant son heure, et cette indulgence de l'ennemi était le prétexte parfait pour qu'elle refasse surface et me rappelle à mon devoir de souffrance. Sato-san, l'ancienne enseignante dont le fanatisme était aussi rigide que sa posture, n'a pas tardé à remarquer le changement en moi. Mes yeux ne fuyaient plus systématiquement le sol. Je ne sursautais plus à chaque bruit de bottes. Un soir, alors que nous étions assises en silence dans la tente, elle s'est approchée, son ombre se projetant sur moi comme un oiseau de mauvais augure. « Je te vois, Chio », a-t-elle murmuré, sa voix un sifflement venimeux. « Ton ventre est plein, mais ton âme se vide. Tu commences à ressembler à ces barbares, avec leur contentement animal. N'oublie jamais que chaque bol de soupe qu'ils te donnent est une insulte à la mémoire de ceux qui sont morts honorablement. L'estomac, vide. » Ces mots étaient des pierres, lancées non pas pour blesser mon corps, mais pour briser l'échafaudage précaire de ma nouvelle paix intérieure. Elle voulait me ramener dans le giron de la haine, car c'était le seul foyer qu'elle connaissait. Ces accusations ont réveillé la voix que j'essayais tant de faire taire, celle de mon père, de mes officiers, de la propagande qui avait façonné chaque fibre de mon être. Cette voix intérieure était plus cruelle encore que celle de Sato-san.
Traîtresse, me disait-elle dans le silence de la nuit. Ta famille cherche des racines pour survivre sous les bombes, et toi, tu te réjouis d'un vêtement propre. Ton petit frère pleure de faim, et toi, tu savoures les sucreries du diable. Tu n'es plus une fille du Japon. Tu es leur animal de compagnie, reconnaissante pour les miettes qu'ils te jettent. La honte était une fièvre qui me consumait de l'intérieur. Je me sentais souillé, non par les mains de l'ennemi, mais par sa gentillesse inattendue, qui me semblait plus dégradante que n'importe quelle violence. La violence, j'aurais pu la combattre avec l'honneur du mépris. Mais la bonté me désarmait et me laissait nu face à ma propre culpabilité. Quelques semaines plus tard, un événement a secoué la routine du camp. Un camion de la Croix-Rouge est arrivé, apportant avec lui une chose que nous n'osions plus espérer, du courrier. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, suscitant une vague d'excitation et d'angoisse. Une lettre, un lien ténu avec le monde que nous avions perdu. Allions-nous apprendre que nos familles étaient non vivantes, ou allions-nous recevoir la confirmation de nos pires craintes? Nous sommes rassemblés, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'un officier américain appelait les noms, un par un. Chaque nom crié était suivi d'un sanglot de soulagement ou d'un silence lourd de déception. Quand il a prononcé le mien, Chiyo Tanaka, j'ai cru que mes jambes allaient se dérober. Tremblante, je me suis avancée pour recevoir une fine enveloppe de papier de riz, si légère qu'elle semblait ne contenir que du vent. La lettre était de ma mère. Plusieurs passages avaient été raturés par la censure militaire, laissant des trous noirs béants au milieu de ces phrases. Mais ce qui restait était suffisant pour anéantir le peu de paix que j'avais trouvé. Elle écrivait que notre ville, Curé, avait subi de lourds bombardements aériens. Notre maison n'était plus qu'un tas de décombres. Il vivait dans un abri public, la nourriture était rare, et elle terminait par cette phrase qui me transperça le cœur. « Nous endurons pour l'empereur, sachant que tu fais de même. Ta mort, honorable, sera notre fierté. Ma mort, honorable. » Elle me croyait morte, ou espérait que je le sois. Elle ne pouvait pas imaginer la vérité, que sa fille était vivante, en sécurité, et bien nourrie par ceux-là même qui avaient détruit sa maison. Le papier est devenu lourd dans ma main, aussi lourd qu'une pierre tombale. Ce soir-là, au réfectoire, l'odeur du ragoût de bœuf, qui m'avait autrefois semblé être le parfum même de la survie, me souleva le cœur. Chaque bouchée était un supplice. Je mâchais. Lentement, la nourriture se transformant en cendres dans ma bouche, tandis que l'image de ma mère et de mon frère, le visage creusé par la faim, se superposait à celle des soldats américains bien nourris qui m'entouraient. Le confort du camp n'était plus une bénédiction. C'était une prison dorée, une cage dont les barreaux étaient faits de ma propre honte. Chaque calorie que j'absorbais était volée à ma famille. La chaleur de la couverture en laine me brûlait la peau, me rappelant le froid qu'ils devaient endurer dans leur abri. Ma survie n'était pas une victoire, c'était le crime ultime, une désertion impardonnable du champ de bataille de la souffrance collective. J'ai commencé à me replier sur moi-même, construisant un mur de silence pour me protéger de la gentillesse de mes geôliers. J'évitais le regard de la sergente Miller. Je fuyais la tente à lessive, ce lieu où ma transformation avait commencé. J'ai essayé de me punir pour expier ma faute. J'ai sauté un repas, prétextant un mal de ventre, mais la faim qui en a résulté n'était qu'une pâle imitation de la véritable famine, ce qui a rendu ma pénitence encore plus pathétique. J'ai dormi sans ma couverture, mais la chaleur relative des nuits d'Okinawa rendait ce sacrifice dérisoire. J'essayais désespérément de me reconnecter à la souffrance de mon peuple, de laver le péché de mon bien-être, mais j'étais prisonnière d'une réalité qui refusait de me laisser souffrir comme il se devait. Mon corps était en sécurité, mais mon esprit était en enfer. La sergente Miller a remarqué mon changement. Elle était observatrice, rien ne lui échappait. Mais au lieu de me confronter ou de me poser des questions, ce qui m'aurait forcé à mentir ou à me murer davantage dans le silence, elle a agi avec une subtilité déconcertante. Un matin, j'ai trouvé une deuxième barre de savon posée sur mon lit de camp. Un autre jour, alors que j'avais refusé mon plateau au réfectoire, j'ai découvert plus tard un morceau de pain et une pomme, enveloppés dans une serviette près de mes affaires. Elle ne disait rien. Elle ne demandait rien en retour. Ses gestes silencieux étaient des attaques d'humanité pure, des torpilles lancées contre la coque de ma haine et de ma culpabilité. C'était insupportable. Comment pouvais-je haïr une femme qui s'assurait que je ne meure pas de faim, même quand je le voulais? Sa décence était une torture plus raffinée que n'importe quel supplice. Dans l'obscurité de la tente, le groupe de Satosana
intensifier sa pression. Elle me voyait comme un maillon faible, une âme corrompue qu'il fallait soit sauver, soit exclure. Leurs murmures étaient les constants. Elles organisaient des réunions secrètes après l'extinction des feux, où elles récitaient le rescrit impérial sur l'éducation, et se rappelaient les histoires de samouraïs qui avaient choisi la mort plutôt que le déshonneur. « Il faudra être prête », disait Sato-san, ses yeux brillants dans la pénombre, « quand ils nous diront que l'empereur s'est rendu, ce qui est un mensonge impossible, nous devrons agir. Nous avons encore notre honneur. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas nous prendre. » Elles essayaient de me faire participer, de me faire prêter serment de les rejoindre dans un suicide collectif si la défaite était annoncée. Leur fanatisme était un abîme, et je sentais qu'elles essayaient de m'y entraîner avec elles. Pendant ce temps, des bribes de nouvelles sur l'avancée de la guerre nous parvenaient. Les gardes parlaient, entre eux de nouvelles bombes, des armes si puissantes qu'elles pouvaient raser des villes entières en un instant. Des noms étranges flottèrent dans l'air, des mots comme Hiroshima et Nagasaki. Nous ne comprenions pas leur signification, mais nous sentions le changement dans l'atmosphère du camp. Il y avait une sorte de frénésie, une urgence. La fin était proche, tout le monde le sentait, mais cette fin n'était pas une promesse de libération. C'était une source d'angoisse supplémentaire. Qu'adviendrait-il de nous? Serions-nous jugés comme des criminels de guerre, exécutés en représailles, ou renvoyés dans un pays qui n'existait peut-être plus? L'incertitude était un brouillard épais, qui rendait chaque jour plus anxiogène que le précédent. Un après-midi, alors que je balayais l'entrée de notre tente, un jeune garde, pas beaucoup plus âgé que moi, s'est approché timidement. Il avait le visage couvert de taches de rousseur et des yeux bleus qui semblaient perdus. Il a sorti de sa poche un portefeuille usé et m'a montré une photo abîmée d'un chien Golden Retriever. « His name is Buddy », a-t-il dit, son accent américain rendant le nom étrange. Il ne voulait rien de moi. Il voulait juste partager un fragment de sa vie, un remède à son propre mal du pays. Sato-san, qui observait la scène de loin, m'a lancé un regard de pur dégoût. L'ancienne moi aurait baissé la tête et fui. Mais à cet instant, je n'ai pas vu un démon ennemi. J'ai vu un garçon solitaire qui voulait rentrer chez lui, tout comme moi. J'ai risqué un petit hochement de tête et un semblant de sourire. C'était un acte de rébellion minuscule, mais il était dirigé contre Sato-san et la doctrine de la haine, pas contre mon pays. La fracture au sein de notre groupe de prisonnières était désormais totale et irrévocable. D'un côté, il y avait le clan de Sato-san, qui s'accrochait aux lambeaux de l'Empire, trouvant une forme de réconfort dans la pureté de leur haine et leur plan de mort. Honorable. De l'autre, il y avait celles comme moi, un groupe silencieux et fragmenté de femmes perdues qui ne pouvaient plus croire aux anciens mensonges, mais qui avaient trop peur d'embrasser la nouvelle vérité. La tente était devenue un champ de bataille silencieux. Les repas se prenaient dans une tension glaciale. Les conversations se faisaient à voix basse. Les regards étaient méfiants. Nous n'étions plus unis par notre sort commun, mais divisés par la manière dont nous y faisions face. La guerre menée par les Américains à l'extérieur était presque terminée, mais une nouvelle guerre, une guerre civile de l'âme, venait de commencer entre nous. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. J'étais de retour dans les ruines de ma maison à Curé. Ma mère et mon petit frère étaient là, mais ils étaient des fantômes translucides, leurs yeux vides fixant le lointain. Je leur tendais des barres de chocolat, des morceaux de pain, du ragoût fumant, mais la nourriture leur passait au travers, tombant en poussière sur le sol. Ils ne me voyaient pas. Ils mouraient de faim devant moi, et toute l'abondance du camp américain ne pouvait rien pour eux. Je me suis réveillé en sueur, le cœur martelant ma poitrine, avec une clarté soudaine et terrifiante. Le véritable ennemi n'avait jamais été le soldat américain. Le véritable ennemi était la doctrine qui exigeait le sacrifice de mon peuple sur l'autel d'une gloire impossible. La machine de guerre qui avait dévoré mon pays n'était pas américaine, elle était japonaise. C'était le mensonge qui nous avait appris que la souffrance était plus noble que le bonheur. Je me suis levé et je suis allé à l'entrée de la tente. La lune illuminait les barbelés, leur donnant un éclat argenté et presque beau. Il ne représentait plus ma captivité. Il symbolisait la frontière entre le monde des mensonges dans lequel j'avais vécu et le monde douloureux de la vérité qui s'ouvrait devant moi. Ma culpabilité n'avait pas disparu, mais elle avait changé de nature. Je n'avais plus honte de survivre. J'avais honte d'avoir cru si longtemps à un idéal qui ne demandait que notre anéantissement. La guerre allait bientôt se terminer, mais je savais que ma propre bataille, la plus difficile de toutes, ne faisait que commencer.
Il faudrait un jour rentrer à la maison et faire face aux fantômes, ceux de mon cauchemar et ceux, bien réels, qui m'attendaient dans les cendres du Japon. Le 15 août 1945 a commencé comme n'importe quel autre jour, sous un ciel d'Okinawa d'un bleu implacable. Mais une tension inhabituelle flottait dans l'air, plus lourde que la chaleur humide. Les gardes étaient le plus nombreux. Leurs conversations à voix basse s'interrompaient dès que nous approchions. Puis l'ordre est tombé, sec et sans appel. Toutes les prisonnières devaient se rassembler sur la place centrale. Une peur glaciale a saisi le camp. C'était donc la fin. L'exécution de masse que la propagande nous avait promise depuis le début. À côté de moi, Sato-san et ses fidèles se tenaient droites, leurs visages des masques de détermination stoïque. Leurs mains étaient cachées dans les plis de leurs kimonos, et je savais qu'elles serraient des lames affûtées ou des morceaux de verre. Elles étaient prêtes pour leur dernier acte d'honneur. Moi, je n'étais prête à rien, suspendu entre deux mondes, celui de la doctrine et celui de la vérité qui commençait à peine à poindre. Le commandant du camp, un colonel dont le nom nous était inconnu mais dont la silhouette massive et l'uniforme impeccable inspiraient une crainte respectueuse, s'est avancé devant nous. Il était accompagné d'un interprète, un Issei au visage impassible. Un silence de mort s'est abattu sur la foule de femmes. Nous attendions la sentence. Le colonel a parlé, sa voix grave et calme, et l'interprète a traduit, ses mots tombant un à un comme des pierres dans un puits. Aujourd'hui, à midi, Sa Majesté l'Empereur s'est adressé à la nation japonaise par la radio. Il a accepté les termes de la déclaration de Potsdam. Il a fait une pause, laissant le poids de cette phrase s'installer. Puis, la phrase finale, celle qui a fait basculer le monde, la guerre est terminée. Le Japon a accepté une reddition sans condition. Pendant une seconde, personne n'a réagi. Le concept était trop vaste, trop étranger pour être assimilé. La reddition, impossible. Notre doctrine ne contenait pas ce mot. C'était un blasphème. Puis, le chaos a éclaté. Un gémissement collectif a parcouru nos rangs. Certaines femmes se sont effondrées sur le sol, secouées par des sanglots de soulagement, de chagrin, ou des deux à la fois. D'autres sont restées figées, le visage vide, incapables de comprendre. Et puis, il y a eu Sato-san. Son visage s'est tordu dans un rictus de haine pure. « Mensonge !» a-t-elle hurlé, sa voix stridente déchirant l'air. « C'est un piège des démons pour voler notre honneur. Ne les écoutez pas. » Elle s'est tournée vers son petit groupe de disciples, ses yeux brillants d'une lueur fanatique. « L'heure est venue, pour la gloire de l'empereur. Montrons à ces barbares comment meurent les filles du Yamato. » Elle a sorti de sa manche un petit couteau, une lame de tantôt qu'elle avait dû cacher pendant des semaines. La lumière du soleil a brillé sur l'acier. La panique a saisi les femmes autour d'elle, qui se sont reculées en criant. Mais les fidèles de Sato-san n'ont pas bougé. Elles ont sorti leurs propres armes improvisées, prêtes à la suivre dans la mort. C'était la scène que nos officiers nous avaient décrite, la fin honorable que nous étions censés choisir. Mais en la voyant se dérouler devant moi, elle ne me semblait pas honorable. Elle me semblait folle, pathétique, un gaspillage terrible et insensé. Sato-san a fait un pas vers moi, son regard brûlant d'une ferveur terrifiante. « Viens, Chio, ne choisis pas la vie de honte et de soumission. Meurs avec nous, meurs en japonaise. » Son bras s'est tendu pour me saisir, pour m'entraîner, avec elle dans l'abîme. Et c'est à cet instant précis que tout a changé en moi. La peur a disparu, remplacée par une clarté froide et tranchante comme sa propre lame. J'ai reculé d'un pas, mes pieds s'ancrant fermement dans la terre d'Okinawa. « Non », ai-je dit, ma voix étonnamment calme et forte. « Non, Sato-san. » Ses yeux se sont écarquillés de surprise et de mépris. « L'honneur n'est pas de mourir pour un mensonge. » Ai-je continué, les mots sortant de moi comme s'ils avaient été retenus par un barrage qui venait de céder. La honte, c'est d'avoir cru à ce mensonge pendant si longtemps. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, ceux des Japonaises, ceux des Américains. Mais je ne voyais que le visage déformé de Sato-san, l'incarnation de tout ce qui avait tenté de me détruire. « Vous ne comprenez donc pas ?» ai-je crié, ma voix se brisant sous le poids de la révélation. « Ce ne sont pas eux qui nous ont menti. Ce sont nos propres chefs. Ils nous ont dit que notre esprit était plus fort que leur machine. Ils nous ont envoyé nous battre avec des lances de bambou pendant qu'ils se cachèrent dans leur bunker. Mon bras s'est tendu, non pas pour me défendre, mais pour pointer vers la tente de la blanchisserie, ce bâtiment anodin qui était devenu le temple de ma conversion. « Regardez !»
Ils ont tellement de puissance, tellement d'électricité qu'ils peuvent se permettre de l'utiliser pour laver les haillons de leurs prisonniers. C'est ça leur magie. Et nous, que nous... Ont-ils donné? Des grenades pour nous suicider. Le souvenir de chaque acte de décence m'est revenu en une vague puissante. La propreté des bandages du médecin, le goût du chocolat, la photo du fils de la sergente Miller. Ce n'étaient pas des armes psychologiques. C'étaient les manifestations d'un monde si différent du nôtre. Un monde où la vie avait de la valeur, où l'efficacité primait sur le sacrifice aveugle. Il ne nous avait pas vaincus par la cruauté, mais par une abondance et une rationalité si écrasante qu'elle rendait notre fanatisme obsolète et ridicule. Notre guerre n'était pas une lutte noble entre deux esprits. C'était le combat désespéré d'une secte de la mort contre une civilisation industrielle. Et nous n'avions jamais eu la moindre chance. Avant que Sato-san ne puisse réagir, la sergente Miller et 2 autres gardes se sont interposés. Ils se sont déplacés avec une efficacité calme, sans cri, sans brutalité. Miller a simplement attrapé le poignet de Sato-san, appliquant une pression sur un point précis. La lame est tombée au sol avec un bruit mat. Sato-san s'est débattu, hurlant des insultes, mais ils l'ont maîtrisé sans lui porter un seul coup. Ils ne l'ont pas traitée comme une ennemie dangereuse, mais comme une patiente hystérique. Ils l'ont emmenée, non pas vers une cellule de punition, mais vers l'infirmerie. Cette absence de violence était la gifle la plus retentissante, la preuve finale et irréfutable de tout ce que je venais de comprendre. Ils n'avaient même pas besoin de nous haïr pour nous vaincre. Le reste du groupe de Sato-san est resté figé, leurs petites armes tombant de leurs mains tremblantes. Leur certitude s'était brisée contre le mur de la réalité. Le suicide collectif, qui leur avait semblé si sublime et si pur un instant auparavant, apparaissait maintenant pour ce qu'il était, un acte de désespoir grotesque. Une à une, elles se sont effondrées, leurs corps secoués de sanglots qui n'étaient au plus ceux de la fierté, mais de l'épuisement et de la confusion. Le sortilège était rompu. La grande et terrible machine de la propagande impériale venait de rendre son dernier souffle, non pas sur un champ de bataille glorieux, mais dans la poussière d'une cour de prison, face à une poignée de gardes fatigués et à la logique implacable d'une machine à laver. Je suis resté debout au milieu de ce champ de ruines émotionnelles. Je ne ressentais ni joie, ni triomphe, seulement un vide immense et une tristesse infinie pour toutes les vies perdues, pour toutes les souffrances endurées au nom de ce mensonge monstrueux. Le poids de la loyauté aveugle, de la culpabilité, de la doctrine de la mort honorable, tout cela s'était évaporé, me laissant incroyablement légère et terriblement seule. J'étais libre, libre de la prison de mon propre esprit. Mais cette liberté avait le goût amer des cendres de mon pays et de la jeunesse que j'avais perdue à croire en des fantômes. J'étais une survivante, mais une survivante d'une maladie de l'âme, et je savais que les cicatrices ne disparaîtraient jamais. De l'autre côté de la place, mon regard a croisé celui de la sergente Miller. Elle avait observé toute la scène, son visage aussi impassible que d'habitude. Mais pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Pas de la pitié, ni de la sympathie. Juste une sorte de reconnaissance lasse. La compréhension silencieuse d'une femme qui avait vu trop de folie et qui était simplement soulagée que celle-ci soit terminée. Elle m'a fait un léger hochement de tête, presque imperceptible. Ce n'était pas un geste d'amitié. C'était un point final. La confirmation que ma guerre personnelle, la plus importante de toutes, venait de s'achever. J'avais survécu, non pas grâce à l'esprit du Yamato, mais grâce à la décence inattendue de mes ennemis. Le bourdonnement lointain des générateurs du camp, ce son qui m'avait d'abord terrifié, me semblait maintenant presque réconfortant. C'était le pouls d'un nouveau monde, un monde bruyant, étrange et compliqué, mais un monde où l'on ne demandait pas aux jeunes filles de mourir pour des illusions. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, quel genre de Japon m'attendait de l'autre côté de l'océan. Tout ce que je savais, c'est que j'y retournerais non pas comme une soldate vaincue, mais comme une témoin de la vérité. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, était la seule chose qui pouvait reconstruire un monde brisé. Le reste de la journée s'est déroulé dans un état de rêve. Les routines du camp se sont poursuivies, mais tout était différent. L'air lui-même semblait plus léger, débarrassé d'une tension qui nous avait oppressés pendant des mois. Les femmes parlaient entre elles, pour la première fois, de l'avenir. Des mots comme maison, famille, reconstruction ont commencé à remplacer les murmures de devoir et de honneur. Une nouvelle forme de survie commençait, non plus celle du corps, mais celle de l'espoir.
J'ai mangé mon repas du soir lentement, savourant chaque bouchée sans la culpabilité qui m'avait tourmenté. Ce n'était plus la nourriture de l'ennemi. C'était simplement de la nourriture, un carburant pour la longue route qui m'attendait. Ce soir-là, allongé sur ma couchette, je n'ai pas essayé de ranimer la haine ou de me souvenir des préceptes de mes anciens maîtres. J'ai pensé à ma mère. Pour la première fois, je ne l'ai pas vue comme une gardienne de l'honneur familial, qui attendait ma mort, mais comme une femme qui avait, elle aussi, été trompée. Je lui raconterais la vérité. Peut-être qu'elle ne me croirait pas, peut-être qu'elle me rejetterait, mais je lui devais cela. Je devais à toutes les victimes de cette guerre, des deux côtés, de ne pas laisser le mensonge l'emporter une dernière fois. Le souvenir de l'odeur du détergent et du goût du chocolat n'était plus un symbole de ma trahison, mais la preuve tangible que l'humanité était plus forte que n'importe quelle doctrine. Et c'était cette preuve que j'allais ramener à la maison. Le voyage de retour fut un long purgatoire silencieux, suspendu entre le monde que je quittais et celui que j'espérais retrouver. Mais lorsque notre navire est entré dans le port de Kourë, l'espoir s'est évaporé, remplacé par une horreur muette. Ce n'était pas ma ville. C'était un cimetière. Des squelettes de bâtiments se dressaient contre un ciel gris de cendres, et une fine poussière recouvrait tout, étouffant les sons et les couleurs. L'odeur âcre de la destruction, un mélange de bois calciné, de métal rouillé et de décomposition, a remplacé l'odeur propre et aseptisée du camp américain. Là-bas, le bourdonnement constant des générateurs était la promesse d'un ordre et d'une puissance sans fin. Ici, le seul son était le murmure du vent dans les ruines, le son du vide. Le contraste était si brutal, si absolu, qu'il me donna la nausée. J'étais passé d'une prison ordonnée et bien nourrie à une liberté affamée au milieu d'un désert de décombres. Lorsque j'ai enfin retrouvé l'abri où ma famille survivait, le choc fut encore plus violent. Ma mère, autrefois si vive, n'était plus qu'une ombre aux joues creuses et au regard éteint. Mon petit frère, que j'avais laissé potelé et rieur, était un enfant frêle et silencieux aux yeux trop grands pour son visage. Ils m'ont regardé comme si j'étais une apparition, et dans leurs yeux, après la première lueur de joie incrédule, j'ai vu autre chose, de la méfiance. J'étais propre. Mes vêtements, bien que simples, étaient entiers. Je n'étais pas aussi maigre qu'eux. Ma relative bonne santé était une insulte, un mur invisible qui se dressait entre nous. Ma survie, qui m'avait semblé être un miracle dans le camp, ressemblait ici à une trahison. La phrase de ma mère dans sa lettre, « Ta mort honorable sera notre fierté », résonnait dans le silence de nos retrouvailles, et je compris que j'étais revenu d'entre les morts, mais que je n'étais peut-être plus là. Bienvenue parmi les vivants. Le soir de mon retour, j'ai sorti les trésors que j'avais précieusement gardés. Une barre de savon américain, encore dans son emballage en papier ciré, et une petite conserve de viande que j'avais réussi à mettre de côté. Je les ai posés sur la table improvisée. Le silence s'est fait lourd. Ma mère a regardé le savon comme s'il s'agissait d'un poison. C'était l'odeur même de l'ennemi, l'odeur de ceux qui avaient détruit notre monde. Mais le besoin était plus fort que la fierté. Ses doigts tremblants ont caressé l'emballage, puis elle l'a pris, le serrant contre sa poitrine comme une relique. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, nous avons mangé de la viande, et l'odeur du savon a empli notre abri misérable. Je n'étais plus seulement leur fille revenue de la guerre. J'étais devenu un pont involontaire entre deux mondes, apportant les outils de survie de nos conquérants pour reconstruire les ruines qu'ils avaient créées. C'était un rôle, absurde et douloureux, mais c'était le seul qui me restait. Quelques jours plus tard, un voisin est venu partager nos maigres rations de thé. Il a commencé à maudire les Américains, les appelant « les bêtes » et « les démons aux yeux bleus ». Des mots qui, autrefois, auraient trouvé un écho naturel en moi. Mais cette fois, ils sonnaient faux, creux. Je me suis souvenu du jeune garde qui m'avait montré la photo de son chien, de la sergente Miller et de son fils, du médecin aux mains douces. Alors, que le voisin continuait sa diatribe haineuse, je n'ai rien dit. Je me suis contenté de baisser les yeux sur ma tasse de thé. Mais mon silence était une réponse. Ma mère l'a senti et m'a lancé un regard dur, un avertissement. Je ne pouvais plus partager leur haine pure et simple, car j'avais vu le visage de l'ennemi, et il était terriblement humain. Cette vérité, que j'avais découverte dans une tente à lessive, était devenue mon fardeau. Dans ce Japon en ruine, où la haine était le seul réconfort qui restait à beaucoup, ma compassion pour l'ennemi faisait de moi une étrangère dans mon propre pays.
J'ai compris alors que la reconstruction ne serait pas seulement une affaire de briques et de mortier. Il faudrait reconstruire les âmes. L'ancien monde, celui du sacrifice pour l'empereur et de la mort honorable, gisait en cendres tout autour de moi. Il n'y avait plus de gloire, seulement la tâche écrasante de survivre un jour de plus. Ma nouvelle vision du monde n'était pas basée sur de grandes idéologies, mais sur des choses simples et tangibles. La dignité d'un vêtement propre, la force que donne un repas chaud, la reconnaissance de l'humanité dans le regard d'un autre. La machine à laver ne m'avait pas seulement montré la puissance de l'Amérique. Elle m'avait appris que le progrès et la compassion étaient des armes plus puissantes que n'importe quelle lance de bambou. C'était sur cette fondation, sur ce souvenir du bourdonnement d'une machine magique, que j'allais devoir bâtir ma nouvelle vie. Une vie de paix silencieuse au milieu du bruit de la reconstruction. Aujourd'hui, des décennies plus tard, je vis dans un Japon qui ne ressemble en rien à celui de ma jeunesse. C'est un monde de silence et d'efficacité, où les machines bourdonnent doucement en arrière-plan de nos vies. Parfois, je regarde ma petite fille charger le lave-linge, un appareil si avancé et silencieux, et elle se plaint que c'est une corvée. Un sourire triste se dessine alors sur mes lèvres. Je ne lui ai jamais vraiment raconté l'histoire, pas en entier. Comment lui expliquer que pour moi, le bruit assourdissant de cette machine militaire n'était pas le son d'une tâche ménagère, mais le son de la liberté. Le son d'un monde qui s'effondrait et d'un autre qui naissait. J'ai gardé pendant des années, précieusement enveloppé dans un mouchoir de soie, le reste de ce premier savon américain. Son parfum s'est estompé avec le temps, mais pas le souvenir de ce qu'il représentait. La preuve que la dignité pouvait vous être rendue par la main même qui vous avait vaincu, et que la miséricorde était une force plus révolutionnaire que n'importe quelle armée. La leçon que j'ai tirée de cette guerre n'est pas celle que l'on trouve dans les livres d'histoire. Ils parlent de bataille, de stratégie et de traité. Mais ma guerre s'est terminée dans une tente humide qui sentait le détergent, grâce à une femme en uniforme qui m'a montré la photo de son fils. J'ai appris que la propagande meurt là où commence l'empathie. J'ai appris que la faim et le froid sont des arguments plus puissants que n'importe quel discours patriotique. Et j'ai surtout appris que l'humanité n'est pas une question de nationalité, mais un choix que l'on fait, instant après instant, même au milieu de l'enfer. C'est ce que j'ai essayé de transmettre à mes enfants, non pas avec de grands discours, mais en leur apprenant à regarder au-delà des uniformes et des drapeaux, à chercher la personne qui se cache derrière, avec ses propres peurs et ses propres amours. La victoire de la sergente Miller sur mon âme n'a pas été une conquête, ce fut une libération. Maintenant que vous connaissez notre histoire, celle de ces femmes perdues entre deux mondes, je vous le demande humblement, sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous ce récit de survie? Pensez-y un instant. Combien de mensonges faut-il démanteler pour enfin voir la vérité sur ceux qu'on nous a désignés comme des ennemis? Si ces voix du passé, ces témoignages presque oubliés, ont de l'importance pour vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que d'autres histoires comme la mienne ne sombrent pas dans l'oubli. Merci infiniment de m'avoir écouté.